Bonjour à tous et bienvenue sur la valise de Beroy. Aujourd'hui, je vais aborder le thème partir seul au Japon. Du coup, ça sera vraiment une vidéo différente de d'habitude. Nouvelle vidéo, nouveau format, c'est parti! Tout d'abord, je voudrais préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage vraiment que moi, c'est par rapport à ma propre expérience personnelle et les conseils que je vais vous donner sont des conseils qui me semblent utiles. Peut-être que certains n'y verront pas d'intérêt ou auront d'autres conseils à donner, mais voilà, je voulais que tout soit clair avant de commencer. De toute façon, je ne suis pas agence de voyage et je ne suis pas une professionnelle non plus. Déjà pour poser le contexte, à la base mon premier voyage au Japon, j'étais pas du tout censée le faire toute seule. Je devais partir avec deux potes, deux garçons et quelques semaines avant le départ, eh bien ils m'ont planté. Roussard. Du coup, pour ceux qui me connaissent, le Japon, j'en parle depuis toute petite. Je mets la tête comme ça à tous les gens que je connais avec ça. Je crois que j'en parle tous les jours, je saoule tout le monde. Et forcément, j'allais pas annuler moi mon voyage, parce que les deux autres zigotos, ils venaient pas. Bref, je suis donc partie et je me suis dit que pour cette vidéo, ça serait bien que je vous liste pour moi ce que sont les avantages et les inconvénients de partir tout seul pour ceux qui hésitent encore à franchir le cap. Avantage numéro 1, la liberté. Franchement, quand tu es tout seul, tu fais ce que tu veux. Tu n'as personne à qui t'adapter. Si tu as envie d'aller tout seul te taper un trail de 50 000 bornes, tu le fais. Tu vas manger où tu veux, tu dépenses ce que tu veux, enfin tu fais les activités dont tu as envie. Franchement, ça, c'est pour moi le meilleur avantage. Et honnêtement, j'avais déjà voyagé avant dans d'autres pays. Et quand je suis revenue, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Mais vraiment, c'est un truc de malade. Avantage numéro 2, ça favorise les rencontres. C'est vrai que dès que tu es deux ou plus d'un en tout cas, vous parlez ensemble, vous mangez ensemble, vous visitez ensemble, faites vos trucs, vous rigolez tout ensemble. Et du coup, ça met des barrières et les gens osent moins vous aborder. Moi, je vois en auberge de jeunesse, quand j'étais dans un parc en train de pique-niquer et tout, je me suis fait beaucoup aborder par les locaux, par les japonais. Et du coup, j'ai trouvé ça super top. Avantage numéro 3, et celui-là, il est vraiment exclusif pour le Japon, c'est Universal Studios Japan. Franchement, tu es tout seul, tu n'as pas besoin de prendre un fast-pass puisque tu as accès au fil des gens qui sont tout seuls dans le parc. Et du coup, tu passes super vite aux attractions et ça, c'était super top. Bon, peut-être que certains diront que c'est un demi-avantage, mais pour moi, c'est un gros avantage. J'ai fait Harry Potter 3 fois. Maintenant, les inconvénients, je vais être honnête, j'ai eu du mal à en trouver. Peut-être parce que je ne suis pas objective et j'ai tellement aimé voyager seule et j'aime tellement maintenant voyager seule que voilà. Mais bon, je vous en ai trouvé un vrai et un et demi. Un et demi, on va dire. Numéro 1, pour moi, c'est les galères. C'est vrai que quand vous êtes en voyage, il arrive souvent des petites galères ou des grosses galères. Moi, je sais que dernièrement, j'en ai eu une très grosse à mon dernier voyage. Mais c'est vrai que quand vous êtes plusieurs, vous pouvez aborder la galère autrement, c'est-à-dire vous vous soutenez, vous pouvez le prendre à la dérision, vous pouvez vous entraider. Voilà. Quand tu es tout seul, tu galères, mais tu rames tout seul. Et moi, je vois, je suis une vraie chouineuse, je chouine pour tout, si je suis triste, heureuse ou voilà. Et du coup, là, moi, j'ai beaucoup chouiné au dernier, beaucoup. Deuxième inconvénient, mais ça c'est vraiment propre à ma personne, c'est quand vous vous endormez dans les transports. Et c'est pas ma maman qui va vous dire le contraire, c'est vrai quoi. L'année dernière, je l'ai amenée à Londres pour Noël et heureusement j'avais pour habitude de lui dire on va s'arrêter à telle station, donc voilà, elle s'appelle comme ça et on va passer par tel chemin. Voilà, en gros. Et donc du coup, je la fais monter dans un métro et je me trompe de rame. Sauf qu'à peine posée, moi, je me suis endormie. Du coup, maman, elle m'a réveillée et puis elle m'a punie parce que j'avais plus le droit de dormir après. Bref, en tout cas, à mon dernier voyage en novembre, j'ai fait pas mal de choses hors des sentiers battus qui nécessitaient pas mal de trajets. Du coup, je m'endormais régulièrement dans les trains et j'ai perdu beaucoup de temps parce que je loupais régulièrement mon arrêt et du coup j'allais au terminus et je faisais comme ça quoi. Voilà, j'ai perdu beaucoup de temps.
Donc pour moi, c'est un inconvénient. Maintenant, pour les conseils, du coup, je vais parler d'un truc un peu plus féminin, vu que je suis une fille, ça va de soi. Hein. Bon, pour l'hébergement et pour les transports notamment. Pour les hébergements, pour ma part, je loge essentiellement en auberge de jeunesse. Et pour celles que ça peut rassurer, il faut savoir qu'en auberge de jeunesse, au Japon, il y a beaucoup de dortoirs exclusivement féminins. Alors, j'ai testé plusieurs modèles, donc vous pouvez trouver des dortoirs exclusivement féminins ou only masculin ou mixte. J'ai testé les deux, féminin exclusif et mixte. Franchement, j'ai eu aucun souci dans aucun des deux, surtout au niveau sécurité, puisque c'est quand même la question essentielle. Donc, pour celles que ça peut rassurer, vous savez que ça existe. Également pour les logements, ce que je conseille vivement, c'est sur vos sites de réservation, c'est de prendre l'option annulation gratuite. Alors là, je suis sur le site booking.com, en général, je prends tous mes logements sur ce site et je repars en avril sur Kyoto. Du coup, puisque je ne sais pas encore si je vais trouver un appart ou une share house, je me suis pris en cas 3 nuits dans un dortoir et donc jusqu'au 31 mars je vais pouvoir annuler ce logement, sachant que je prends mon avion le 1er avril. Je pense quand même à être fixé avant mon départ. On continue, je vais passer une semaine de vacances à Taïwan, j'ai déjà réservé des logements. Ce qui n'empêche que je ne suis pas à l'abri de trouver un logement moins cher entre temps parce que je regarde régulièrement. Donc je pourrais annuler le logement sans frais et prendre mon nouveau logement que j'ai trouvé moins cher. Bon, ça va être un peu dur de faire moins cher que 13 € la nuit quand même, je pense. Pour les transports, c'est pareil. Lors de mon dernier séjour, j'ai pas mal pris le bus de nuit et j'utilisais la compagnie Wheeler Express. Alors, je ne sais pas pour les autres compagnies, mais en tout cas, Wheeler Express peut proposer des bus exclusivement féminins. Et si vous prenez un bus mixte, à votre réservation, vous verrez que Wheeler Express s'engage à mettre une femme à côté de vous. Donc, moi, à chaque fois, ça a été ça. En fait, il y avait une rangée avec des sièges par deux et une rangée avec des sièges solo. Et je me suis toujours retrouvée à côté d'une femme et les hommes étaient mis sur les sièges en solo. De toute façon, une fois qu'il y a les rideaux, etc., on ne voit plus personne. Ni la femme qui est à côté de vous, ni voilà. En tout cas, voilà, pour celles un peu qui hésitaient pour les hébergements et le transport, sachez que ces solutions existent. Troisième conseil, je vais vous parler des cartes de transport. Quand vous êtes tout seul, c'est bien de préparer votre voyage en amont. Bon, si vous êtes plusieurs aussi, mais encore plus si vous êtes tout seul. Bref, donc je vous conseille de prendre toujours sur le site Vivre le Japon avant de partir, surtout si c'est votre premier voyage. Une carte de transport, alors là j'ai l'emplacement ou la Suica, bon, c'est sensiblement la même chose. C'est une carte magnétique, du coup si vous la commandez, elle arrive chez vous, elle a déjà 2000 yens dessus. Et quand vous prenez votre train ou votre bus, vous bipez la carte et quand vous sortez de votre wagon ou du bus, vous la rebipez et ça vous calcule directement le prix de votre trajet et ça débite la carte. Parce que sinon, vous devez prendre un ticket pour le trajet individuel et il faut savoir combien coûte exactement en général votre trajet. C'est vraiment la galère. Donc quand on est plusieurs, c'est bien parce qu'on peut réfléchir à plusieurs et tout. Mais quand on est tout seul, faut aller demander ou quoi. Enfin, c'est plus galère. Donc pour moi, c'est un indispensable, les cartes de transport. Encore pour les transports et encore sur le site Vivre le Japon, vous pouvez également commander ce que l'on appelle un JR Pass. Alors vous devez en avoir au moins entendu parler une fois si vous êtes déjà renseigné pour partir au Japon. Donc c'est un pass qui vous permet d'utiliser en illimité les lignes JR du réseau JR pour 7, 14 ou 21 jours. Donc vous voyez que ça a quand même un coût, donc 7 jours 232 €, 14 369 €, 21 jours 472 €. Pour ma part, je n'ai jamais pris le JR Pass car j'utilise quand même des bus de nuit et sur mes circuits ce n'était pas vraiment rentable parce qu'il faut le rentabiliser. Par contre, ce que vous pouvez faire et ce que je vous conseille de faire, c'est avant de prendre un JR Pass, c'est de comparer les tarifs. Une fois que vous avez fait votre circuit, et bien vous allez sur le site Hyperdia
Alors Hyperdia, voilà. Et vous rentrez par exemple, ce jour-là je dors à Asakusa, j'ai envie d'aller visiter Shinjuku. Alors combien ça va me coûter? Alors là on voit que le total va vous coûter 350 yens. Et ça vous met les lignes à emprunter, les changements. Donc là vous voyez que de Asakusa à Asakusabashi, je vais utiliser une ligne Toei. Donc ça ce n'est pas une ligne JR. Donc si je le JR passe par exemple, je vais quand même devoir payer 180 yens. Et si je le JR passe à partir de Asakusabashi, je vais prendre des lignes JR qui elles seront comprises dans mon pass si je l'ai. Sachez qu'avec les cartes de transport dont je vous ai parlé juste avant, vous avez sur Tokyo en tout cas des mini remises sur le tarif de vos trajets. Alors ça va être 5 yens, des choses comme ça, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Toujours sur le site Vivre le Japon, ce que je peux vous conseiller également, c'est de prendre une carte SIM japonaise pour votre téléphone qui vous permettra d'avoir accès à Internet pendant toute la durée de votre séjour. Il existe également des pockets Wi-Fi, donc il y a plusieurs écoles, il y en a qui préfèrent la pocket Wi-Fi, d'autres la carte SIM. Moi je fais plutôt partie de ceux qui préfèrent la carte SIM car vous avez juste à la mettre dans votre téléphone et du coup vous n'êtes pas encombré par ce petit boîtier. Alors en général, vu que je reste un mois, donc je prends une 31 jours et avec cette carte SIM, vous avez accès à Internet en illimité pendant toute la durée de votre séjour. Je l'ai utilisé en novembre dernier, ça a très bien marché et c'est très pratique parce que même si vous pouvez avoir Google Maps quand vous êtes hors ligne, si par exemple vous êtes dans un endroit et que vous avez envie un peu d'improviser, de chercher des destinations ou des restaurants un peu hors de sentiers battus ou des choses voilà pas prévues, eh bien vous avez accès à Internet partout et ça c'est top. Juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut un téléphone débloqué, tout opérateur et compatible avec la carte SIM et pour ça vous avez l'accès à la liste des téléphones compatibles en cliquant sur ce lien. Hop là, voilà. Donc là, vous avez toute la liste complète. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Vivre le Japon. Je vois que j'en parle beaucoup, mais bon, pas du tout. Hein. Quatrième conseil, les groupes Facebook. Pour préparer votre voyage, il n'y a pas mieux que les groupes Facebook. Il y en a plein sur le Japon, mais je vais vous en conseiller deux parce que pour moi, ce sont mes petits chouchous, mes petits préférés. Donc premier groupe Facebook que je vous conseille, c'est le groupe Japon de tous les jours. De toute manière, ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens dans la description. Donc Japon de tous les jours, c'est le groupe administré par Julien Tirode qui est aussi le propriétaire du bar à Tokyo, Bonjour Tokyo Bar, qui est un bar international où on peut faire plein de rencontres des Français, des Anglais, des Japonais, etc. Et franchement, c'est super top. Sur le groupe Japon de tous les jours, c'est vraiment un groupe d'échange. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions sur le Japon, que ce soit sur des films, sur vos visites, sur les activités, sur les transports, sur les logements, tout. Sur ce groupe, il y a des gens qui vivent au Japon, des expatriés. Il y a des gens qui vivent en France et qui voyagent régulièrement au Japon. Bref, et vous pouvez aussi faire des rencontres parce que moi, c'est sur ce groupe qui, suite à la préparation pour mon premier voyage, où j'ai rencontré ma copine écureuil et on a partagé du coup une activité sur Tokyo ensemble. Et après, du coup, vu qu'on s'est kiffé, on a partagé plein d'autres activités. On se contacte pratiquement toutes les semaines, voilà. Donc, vous pouvez faire de fabuleuses rencontres sur ce groupe Japon de tous les jours. Et si vous êtes sur Tokyo, n'oubliez pas d'aller au Bonjour Tokyo Bar. Deuxième groupe, le groupe Bonjour Kansai, qui est le groupe de Jean-Baptiste. Et c'est pareil, c'est un groupe d'échange plus basé sur le Kansai, la région du Kansai, donc Osaka, Kyoto, etc. Tout ce qu'il y a dans ce coin-là. Donc c'est pareil, il y a des expatriés qui vivent dans le Kansai sur ce groupe, des gens passionnés par le Japon, des gens qui voyagent souvent. Et vous pouvez poser aussi toutes sortes de vos questions. Pourquoi je vous conseille ces deux groupes? Parce que c'est les préférés, que j'ai eu l'occasion de parler et en tout cas en MP à Julien et à Jean-Baptiste, que j'ai rencontré Julien, j'ai été plusieurs fois à son bar
Et ce sont vraiment des gens qui font ça pour l'entraide, qui se prennent vraiment pas la tête. Et pour moi, c'est des valeurs essentielles quand on a un peu de notoriété sur les réseaux sociaux. Lors de mon dernier voyage, quand j'étais sur Tokyo, j'ai eu l'occasion de rencontrer Shotaro. Shotaro est japonais mais parle très bien le français et il vient de monter son entreprise de guide. Et franchement, je pense que si vous êtes tout seul, si ça peut vous rassurer ou que vous avez envie de vivre une expérience un peu hors du commun parce qu'il va pouvoir vous faire des activités ou vous faire voir des endroits méconnus des touristes, ça peut être très sympa. Il fait Tokyo alentour. J'ai vu aussi qu'il faisait le Mont Fuji. Enfin, de toute manière, il s'adapte à votre demande. Je pense qu'il peut vous amener partout où il connaît. En tout cas, moi, le Mont Fuji, pour l'instant, je ne me sens pas prête. Mais si je dois le faire, je le ferai avec lui. C'est certain. Shotaro est vraiment adorable, donc surtout n'hésitez pas à demander ses services. Je vous mets tous les liens de tout ce dont je vous ai parlé dans la description. Et voilà, c'était mon dernier conseil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de dire à ceux qui hésitent encore à partir tout seuls, de leur dire laissez tomber les barrières et prenez votre billet d'avion et partez. Franchement, partir seul au Japon, c'est top, vous allez faire des rencontres, vous allez vivre des expériences extraordinaires, donc n'hésitez pas. En tout cas, pour moi, c'était le but d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui. Et si j'ai décidé une personne à le faire, pour moi, ça sera pari gagné. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook, Twitter et Instagram et bien sûr à ma chaîne La Valise de Béroy. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Matane!